Bonjour et bienvenue. Le hasard, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est totalement imprévisible. Et pourtant, et si on pouvait le modéliser? C'est exactement ce qu'on va faire. On va construire ensemble une boîte à outils pour comprendre et même anticiper l'incertitude. Pour que ce soit bien concret, partons d'un problème que toute entreprise connaît, le contrôle qualité. Comment est-ce qu'on peut bien anticiper le nombre de produits défectueux? C'est là que nos modèles de probabilité deviennent de vrais outils de gestion. Pour s'attaquer à des questions aussi complexes, il faut toujours commencer par le début, par la base. On va donc poser la toute première pierre, la fondation de notre analyse du hasard. Alors, ce point de départ, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. En fait, c'est tout simple. C'est juste la version mathématique de l'idée de choisir au hasard. Chaque option a exactement la même chance d'être tirée, comme quand on lance un dé parfaitement équilibré. Maintenant, imaginons qu'on simplifie tout à l'extrême. Fini les multiples options, on ne garde que deux possibilités, succès ou échec. Ce concept qui a l'air basique, c'est en réalité la brique élémentaire, l'atome, avec lequel on va construire tous les autres modèles. Eh bien, cet événement tout simple, il a un nom. C'est l'épreuve de Bernoulli. Son but, c'est de transformer une question binaire, un oui ou un non, en un chiffre. Le succès devient 1, l'échec devient 0. Et hop, on peut commencer à calculer. Ce qui est intéressant, c'est que l'espérance, c'est-à-dire le résultat moyen qu'on peut attendre de cette épreuve, c'est tout simplement sa probabilité de succès, qu'on note P. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on répète cette épreuve? Et c'est pareil pour la variance, qui mesure en quelque sorte le degré d'incertitude. Elle se calcule directement à partir de P. Bon, maintenant qu'on a notre brique de base, voyons comment on peut l'utiliser pour compter les succès. Alors, que se passe-t-il si on enchaîne plusieurs de ces épreuves de Bernoulli? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment le point clé, elle dépend d'un seul détail. Est-ce que ces épreuves sont indépendantes les unes des autres? Attention, c'est souvent ici qu'on s'embrouille un peu. La différence est pourtant simple. La grande question, c'est est-ce que le résultat d'un tirage influence les chances du tirage suivant? C'est toute la différence entre un tirage avec remise et un tirage sans remise. On va dire qu'une variable suit une loi binomiale quand on compte les succès dans une série d'épreuves qui sont bien identiques et surtout indépendantes. Le meilleur exemple, c'est de lancer une pièce 10 fois de suite, chaque lancer est indépendant du précédent. Et de l'autre côté, on a la loi hypergéométrique. Elle intervient quand on pioche dans une population limitée sans remettre ce qu'on a pioché. Pensez à un jeu de cartes. Chaque carte que vous tirez change la composition du paquet, et donc les probabilités pour la carte suivante. Bon, jusqu'ici, on a surtout compté le nombre de succès. Mais parfois, la question la plus pertinente, ce n'est pas combien, mais plutôt quand. C'est-à-dire combien de temps, combien d'essais avant d'obtenir notre premier succès. Ce petit changement de point de vue, ça change tout. Ça nous oblige à sortir un nouvel outil de notre boîte, un outil qui n'est plus fait pour compter, mais pour mesurer une attente. Et cet outil, c'est la loi géométrique. Elle modélise précisément ça, le nombre d'essais qu'il faut faire avant d'obtenir le tout premier succès. Par exemple, combien d'appels un commercial doit-il passer avant de décrocher sa première vente? Ce qui est fascinant avec cette loi, c'est sa propriété qu'on dit sans mémoire. En clair, le passé n'a aucune importance. Si vous avez eu 10 échecs de suite, ça ne rend le succès ni plus probable ni moins probable au 11e essai. C'est comme si le jeu remettait les compteurs à zéro à chaque fois. Allez, maintenant, un petit truc super pratique, une sorte de raccourci qui peut vraiment nous faire gagner beaucoup de temps dans les calculs de la vie réelle. La logique derrière est assez intuitive. Imaginez, vous avez un stock de 10 000 pièces. Si vous en prélevez 10 pour les contrôler, est-ce que ça change vraiment la proportion de pièces défectueuses dans ce qui reste? Pas vraiment, l'impact est négligeable. Et ça se traduit par une règle toute simple. Si votre échantillon représente moins de 10% de la population totale, alors on peut faire comme si le tirage était indépendant. On peut donc utiliser la loi binomiale, beaucoup plus simple à calculer, à la place de la loi hypergéométrique. Et regardez comme cette approximation fonctionne bien. Visuellement, c'est flagrant. Les deux graphiques sont quasiment superposables. On voit bien que les résultats du modèle complexe, l'hypergéométrique, sont presque identiques à ceux du modèle binomial, bien plus simple, quand la condition est respectée. Et voilà, notre boîte à outils est complète. Maintenant, pour savoir quel outil sortir, il suffit de se poser la bonne question. Est-ce que tout est équiprobable? Est-ce que je cherche un succès unique? Est-ce que je compte des succès dans des essais indépendants, dépendants? Ou est-ce que j'attends le premier succès? Finalement, tout ça, ce ne sont pas juste des formules mathématiques. Ce sont de vrais cadres de réflexion pour prendre de meilleures décisions face à l'inconnu. Alors la question qu'il reste à se poser, c'est quel est le prochain risque que l'on va modéliser?